Bonjour à tous, merci beaucoup de vous joindre à ce webinaire. On va commencer dans quelques minutes. Merci pour, en tout cas, votre connexion et le temps que vous allez nous dédier. Merci. Parfait, écoutez, je vois qu'il est déjà 14h30 passé, donc je vous propose de commencer et je suis sûr que ça fera venir les autres participants. Merci encore à nouveau de vous connecter à ce webinaire. Sans plus attendre, quelques petites considérations concernant évidemment les différentes règles de ce webinaire. Donc, pensez bien à couper vos micros. Vous verrez sur la droite de votre écran, vous avez une partie chat donc, qui vous permet effectivement soit de dire bonjour à tout le monde ou de poser des questions sur peut-être des problématiques techniques, enfin des problématiques de son ou autres. Et ensuite, vous avez un autre onglet qui concerne les questions, et donc vous pouvez poser des questions. Et cet onglet est intéressant puisque vous avez le droit de voter en fait sur des questions, donc ce qui permettra de faire remonter les questions les plus populaires dans ce petit chat. Vous avez également un petit sondage, et donc par exemple, je vais vous publiez un petit sondage pour bien m'assurer que tout le monde l'a bien vu. Donc voilà, est-ce que le webinaire fonctionne bien? Voilà, donc je pense que vous pouvez d'ores et déjà tous commencer à répondre. C'est super, voilà, ça marche bien. Deuxième petit élément, je vous propose de présenter évidemment les speakers du webinaire, en commençant évidemment par Myriana. Alors, je pense que tout le monde m'entend. Donc, Myriana Andréantois, je suis en charge à Catras, donc en fait de la qualification et de la formation des consultants et des auditeurs. Donc, voilà. Après, je pense que Charles-Antoine présentera Catras, mais voilà, pour gérer les compétences et puis actualiser les compétences. Et également, je suis en charge de la coordination des missions et des différents projets qu'on met en œuvre. Et je gère également toute la partie veille notamment sur ce qui nous concerne, donc la formation professionnelle et Calliope. Donc moi je suis Adil El-Kouaki, je suis consultant qualité chez Catras. Donc j'accompagne les organismes de formation vers cette démarche de certification Calliope, et je suis également auditeur de certification. Donc je ne fais pas que des audits blancs des audits blancs Calliope. Je suis également mandaté par des certificateurs pour mener des audits. Voilà. Oui, je ne l'ai pas dit aussi, mais je suis également auditrice de certification sur une autre casquette. Voilà, et puis Charles-Antoine de Fontenay, donc je suis le dirigeant du cabinet. Sans plus attendre, je voulais vous présenter un petit peu les différents points que nous allons aborder. Donc, une rapide présentation de Catras, un petit point sur le contexte réglementaire et Calliope, nos différents retours d'expérience. Donc ça, je pense que c'est vraiment la chose qui va vous intéresser, qui est le fruit de nos 450 accompagnements et vraiment du retour terrain, on va dire, de chacun des clients. Des préconisations sur tout ce qui est écueil et points de vigilance, et puis évidemment après une méthodologie et des recommandations pour réussir son audit.
et un point très rapide sur nos offres. Donc, on va essayer de faire tenir tout ça en 40 minutes pour vous laisser le temps effectivement de poser le maximum de questions. Donc, on a au moins une demi-heure qui est dédiée à une séance de questions-réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions dans l'onglet questions, pour que on puisse déjà évidemment commencer à préparer et à traiter ces différentes questions et pourquoi pas y répondre en direct dans le chat. Voilà, donc une rapide présentation de Catras. Donc Catras est un acteur de référence du conseil et de l'audit qualité, sécurité, environnement depuis plus de 10 ans, donc maintenant 13-14 ans. Et vraiment, notre vocation, c'est d'accompagner nos clients dans l'obtention et le maintien de leur certification. Donc, on est une douzaine de salariés. On a également une trentaine de partenaires qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et donc, ce qui nous permet vraiment d'avoir une présence dans chacun des territoires et donc dans chacune des régions, et donc d'avoir un ancrage local également. On réalise à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Calliope, c'est évidemment le référentiel qu'on maîtrise très bien, mais on maîtrise également une trentaine d'autres référentiels, donc en passant par l'ISO 9001, la 14001, la 45001, donc tous les référentiels QSE, et également des référentiels, on va dire, sectoriels un peu plus complexes, donc pour n'en citer que quelques-uns, dans l'aéronautique, la 9100, par exemple. On accompagne à peu près 1500 structures depuis la création d'entreprise, et on fait à peu près 2000 journées d'intervention par an concernant ces questions et ces démarches qualité. On est structuré autour de 4 pôles, donc le pôle organisme de formation qui est le pôle prépondérant qui représente plus de 50% de notre chiffre d'affaires. On accompagne, comme j'ai dit aussi, beaucoup de TPE-PME dans l'obtention et le maintien de leur certification, notamment 9001. On est également donc très présent sur le secteur des établissements médico-sociaux puisqu'on réalise des évaluations externes pour leur compte, qui sont, on va dire, des audits de leur système qualité. Et on accompagne aussi beaucoup de réseaux, de fédérations, de syndicats dans leur démarche qualité, donc une démarche qualité qui est insufflée par la tête de pont et qui ensuite doit être déployée au niveau des membres, au niveau des adhérents. Et donc voilà, ces démarches collectives, on va dire, ces accompagnements dans les démarches collectives qualité, c'est vraiment quelque chose qu'on maîtrise bien. On n'est pas les coordonnées les plus mal chaussées, puisqu'on a évidemment trois certifications habilitation, et je vous parlerai d'une quatrième. Donc la première, on est certifié ISO 9001 pour l'ensemble de nos activités depuis la création d'entreprise, donc depuis 2008. On est évidemment nous-mêmes organisme de formation et donc certifié Calliope pour les actions de formation depuis 2020. Et sachez qu'on est organisme de formation depuis 2008, donc c'est vraiment aussi quelque chose un secteur qu'on connaît par cœur. Et on est également habilité par la HAS depuis 2009, donc la Haute Autorité de Santé, pour réaliser ces évaluations externes. Niriana et Adil vous ont mentionné qu'ils étaient tous les deux auditeurs de certification, et donc les 30 partenaires que vous voyez à l'écran ont tous et respectent tous un process de sélection, de qualification et d'inspection, de surveillance, qui respecte les exigences de la norme 17020. Et donc ça, c'est une exigence qu'un certificateur nous a fixée, puisqu'on travaille également pour le compte d'un certificateur en tant que sous-traitant. Et donc, je pense que c'est important pour vous de savoir qu'on a évidemment à la fois cette casquette conseil, accompagnement, mais on a également, je dirais, cette approche qui est très terrain, puisqu'on fait des audits de certification pour le compte d'un organisme certificateur. Je passe ensuite, du coup, c'est une bonne transition pour les solutions qu'on met en œuvre. Donc, on fait beaucoup, évidemment, de conseils sur la partie accompagnement des certifications Calliope, mais également beaucoup d'accompagnement à l'enregistrement de certifications, de projets de certification au RNCP ou au répertoire spécifique, ce qui souvent va vous donner accès, je dirais, à la plateforme CPF. Et donc, c'est pour ça que c'est aujourd'hui une thématique qui est très, très demandée par les organismes de formation. On accompagne aussi beaucoup de structures à la création et développement de l'activité de CFA, puisque effectivement avec la loi Avenir Pro, ça a libéralisé considérablement cette possibilité. Et on crée aussi, ou on réalise de l'ingénierie pour la création de référentiels ou de labels métiers spécifiques. Comme je disais, on est organisme de formation, donc on fait de nombreuses formations actions qui sont intégralement personnalisées. Donc vous avez vraiment un formateur à disposition. Et on va y revenir après sur les offres. Et sachez que l'ensemble de nos formations actions sont par exemple référencées sur Espace Formation, qui est le catalogue en ligne d'Acto. Enfin, on réalise beaucoup d'audits à blanc. Donc je précise, les audits à blanc, c'est des audits en mode conseil. Donc on n'est pas dans une position comme un certificateur qui fait des pré-audits. Un pré-audit, c'est on va libeller effectivement le fait que vous soyez conforme ou pas conforme sur un certain nombre d'indicateurs. Mais le COFRAC, qui est l'autorité de tutelle des organismes certificateurs, leur impose de s'arrêter là. Et ils ne peuvent pas à aucun moment faire de conseil. Nous, la chance qu'on a, entre guillemets, en étant en cabinet de conseil, c'est qu'on fait à la fois
du pré-audit, hein, en mode, évidemment, on vous explique si vous êtes conforme ou pas conforme, mais après, on va effectivement vous donner des préconisations, vous faire un retour à chaud de l'audit, et puis vous expliquer comment est-ce qu'on lève les potentiellement non-conformités. On a réalisé 450 accompagnements, comme je le disais, à la certification Calliope, que ce soit pour les actions de formation, pour l'apprentissage, pour la VO, pour le bilan de compétences, et que vous soyez monosite ou multisite. Et on va y venir assez rapidement pour déterminer effectivement la catégorie multisite. Comme je disais, on a fait à peu près 500 audits, hein, entre les audits à blanc et puis les audits de certification. Et on accompagne aussi, en tant que souvent responsable qualité externalisé, pour le compte de certains de nos clients, et notamment de réseaux et de fédérations. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation assez rapide, hein, de notre établissement. Quelques éléments de contexte vraiment sur la partie réglementaire. Il a semblé que ce qui était intéressant, c'était vraiment de faire une simple comparaison entre Datadoc et Calliope, qui est souvent une question qu'on nous pose et qui brosse bien, je dirais, le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit Calliope. Donc d'abord, Datadoc n'est pas une certification, c'est un référencement. Tandis que Calliope est une certification. Hein. Donc une certification, ça veut dire qu'il faut maintenir un système, je dirais, qualité dans la durée. Il faut que ce soit vraiment des process qui soient pérennes et que vous entriez dans cette démarche qualité dans le long terme. Hein. Je rappelle, le cycle de certification dure 3 ans et pendant ces 3 ans, vous aurez 2 audits sur un site de certification. La validité de Datadoc, donc pour évidemment les actions de formation financées, c'est fin décembre 2021. Et si vous êtes d'ores et déjà, demain vous êtes certifié Calliope, évidemment, vous êtes éligible au financement pour vos formations. On va dire le champ de périmètre, le périmètre pour le financement est plus large sur Calliope qu'il ne l'est sur Datadoc, hein, puisque sur Datadoc, vous aviez les OPCA et puis certains fonds gestifs, alors que sur Calliope, vous avez vraiment tous les financements publics, donc ça va de Pôle emploi, l'État, la CDC, jusque évidemment aux OPCO. Les catégories d'action, donc il y en a 3 nouvelles, hein, qui concernent évidemment Calliope, l'apprentissage, le bilan de compétences et puis la VAE. Le coût, évidemment, c'est un sujet puisque Datadoc était gratuit, alors que sur Calliope, effectivement, le coût du certificateur est payant. Et vous avez en revanche des catégories, enfin surtout un nombre de jours qui est fixé par l'arrêté. Donc en revanche, voilà, c'est quand même bien encadré par l'État, puisque normalement, tous les certificateurs doivent vous donner le même nombre de jours sur le devis. Hein, ça, c'est un point vraiment important. Ensuite, en ce qui concerne les audits et les contrôles sur Datadoc, même si vous ne l'avez peut-être pas vécu, il y a des contrôles qui sont réalisés par le GIE Datadoc, hein, avec un échantillonnage. Cet échantillonnage, généralement, est réalisé uniquement sur des formations qui sont financées, à la différence de Calliope, où vous avez donc effectivement un audit initial et puis un audit de surveillance, un audit de renouvellement à l'issue des 3 ans. Mais vous avez un échantillonnage qui va pouvoir être réalisé sur des formations financées comme sur des formations qui ne sont pas financées. Hein, donc vraiment, l'échantillonnage qui sera pris par l'auditeur peut concerner l'une ou l'autre. Ce n'est pas parce que Calliope vise le financement d'une action de formation qu'on va échantillonner uniquement une action de formation financée. Et le point vraiment crucial, hein, je pèse mes mots sur la logique, Datadoc, c'est une logique déclarative. Vous décrivez vos pratiques, vous mettez quelques éléments de preuve sur la plateforme Datadoc. Calliope, on va entrer dans une logique de démonstration. Il faut vraiment démontrer votre conformité au référentiel, expliquer d'abord effectivement vos process, vos pratiques, ensuite venir étayer ce que vous expliquez par des éléments de preuve, et ensuite effectivement l'auditeur va échantillonner un certain nombre de formations et va regarder si ce que vous avez expliqué se déploie bien dans la pratique et sur le terrain. En ce qui concerne les indicateurs, 6 critères et 21 indicateurs pour Datadoc versus 7 critères et 32 indicateurs sur Calliope. Vous avez un socle d'indicateurs communs sur Calliope et puis ensuite des indicateurs spécifiques par catégorie d'action. Je fais un petit point très rapide sur la partie multisite. Faites vraiment attention, si vous avez des personnes donc, qui sont du personnel permanent, et quand je dis personnel permanent, ça ne veut pas dire des personnes qui sont à temps plein. Vous pouvez avoir du personnel permanent qui est à temps partiel, qui est dédié à l'activité de formation et qui se situe sur un autre site géographique que le site, on va dire, central. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire l'objet d'un multisite. Qui dit multisite, dit effectivement mise en place d'un seul et même système qualité. Il faut que la fonction centrale, donc, qui va être déterminée, va avoir une autorité organisationnelle sur les sites pour définir et mettre en place le système qualité unique. Et donc, c'est la fonction centrale qui sera responsable des mesures correctives. Donc, ayez bien en tête que si vous avez du personnel permanent qui est lié
à la formation et qui est sur un site différent et dont le contrat de travail est sur un site différent de votre site principal, ça peut faire l'objet d'un système multisite et dans ce cas-là, il faut effectivement le mentionner au certificateur. Et donc, ce qui va évidemment impacter aussi la durée de votre audit. Et la clé d'entrée, comme vous le voyez à l'écran, c'est un numéro de déclaration d'activité égale une certification. Si vous avez plusieurs numéros de déclaration d'activité, vous aurez plusieurs certifications. Voilà, je passe maintenant la main à Adil sur les retours d'expérience en ce qui concerne les non-conformités récurrentes et nos préconisations. Merci Charles-Antoine. Donc, comme vous l'a dit Charles-Antoine, le cabinet Catras, c'est plus de 500 audits, mais également des audits pour des certificateurs. Donc, le chiffre doit être gonflé un peu plus. Donc, par rapport à ces retours d'expérience, on a voulu faire un focus sur un certain nombre de non-conformités récurrentes. Ces non-conformités, généralement, concernent les indicateurs 1, 2, 5, l'indicateur 22. Ensuite, les indicateurs qui concernent la thématique de la veille. Et on va rentrer plus en détail sur les non-conformités de ces indicateurs. Je vous rappelle ici le niveau attendu de l'indicateur numéro 1. Vous vous souvenez, dans le guide de lecture, le critère 1 fait référence à l'information au public sur vos offres de formation. Donc, vous devez donner une information qui soit accessible. Ça, c'est très important. Donc, votre public cible doit être en mesure d'accéder à vos offres de formation. Vous choisissez les canaux, les supports de diffusion. Cette information doit être exhaustive. Dans le guide de lecture, vous allez retrouver tous les items obligatoires. Et surtout, et là, j'attire vraiment le point de vigilance parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à remarquer chez beaucoup de nos clients et notamment chez des organismes de formation qu'on va auditer. Les informations ne sont ni datées ni actualisées, ce qui peut accéder à une non-conformité le plus souvent mineure. Voilà, donc qu'est-ce qu'on remarque sur l'indicateur numéro 1? C'est l'absence d'exhaustivité. Donc, toutes les informations ne répondent pas au guide de lecture, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de choses sur lesquelles vous devez communiquer. Par exemple, vous allez communiquer sur vos objectifs, votre durée, vos délais d'accès, mais il va manquer vos modalités d'évaluation, il va manquer vos modalités pédagogiques. Donc ça, c'est très important d'avoir toute cette exhaustivité. Et pour cela, il faut avoir conscience de ce que demande le guide de lecture sur référentiel Calliope. Je vous ai parlé précédemment également de l'actualisation. Donc, les informations ne sont pas datées. On va avoir un catalogue de formations avec des formations, mais on ne sait pas de quelle date et surtout une date de mise à jour qui n'est pas conforme à ce qui est appliqué actuellement. Ensuite, sur le point numéro 3, nous avons décidé de vous faire un petit focus sur la diapositive suivante parce qu'on remarque en fait que la non-conformité récurrente, c'est bien celle-ci. Donc, il y a une incohérence de vos informations que vous allez diffuser sur une même formation. Par exemple, ici, on a pris l'exemple du CAP boulanger. Vous allez communiquer sur cette formation sur votre site Internet, sur un catalogue de formation, qu'il soit papier ou numérique, et vous allez également communiquer sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer, par exemple, que des prérequis vont être indiqués dans votre catalogue papier, mais ces prérequis-là, soit seront manquants sur le site Internet, soit seront différents sur le site Internet. Donc, la préconisation que nous aimerions ici vous donner, c'est d'identifier tout d'abord tous vos supports de diffusion et à partir de cette identification, de vous assurer que toutes les informations qui y figurent sont bien en cohérence et en adéquation. On va maintenant passer à l'indicateur numéro 2, qui fait partie toujours du même critère, l'information au public. Le niveau attendu, c'est de donner une information chiffrée sur le niveau de performance et d'accomplissement. Donc là, on est sur un mode un petit peu TripAdvisor, c'est-à-dire c'est le moment de vous vendre, en fait. Voilà, vous devez donner envie à votre public de venir chez vous. Et pour donner envie au public, vous allez lui dire, bah tiens, j'ai un taux de satisfaction de temps, j'accompagne tant de stagiaires, j'ai un taux de réussite de temps sur mes formations. Donc, les non-conformités les plus récurrentes sur cet indicateur concernent l'absence de communication. Donc, aucun indicateur diffusé.
ça arrive, mais pas très souvent. Inadaptation à la nature des prestations délivrées, c'est-à-dire que vous allez délivrer des formations certifiantes d'un côté, des formations non certifiantes, et la formation ne va concerner qu'une seule offre de formation. Et la dernière chose, c'est le niveau de performance et d'accomplissement. Dans le guide de lecture, il y a bien marqué, vous devez diffuser des indicateurs de résultats. Donc, au minimum, 2 résultats d'indicateurs, mais surtout, ils doivent être en cohérence et en adéquation avec ce que vous délivrez. Donc, il faut qu'ils soient performants et surtout qu'il y ait un résultat derrière. Donc, ici, on fait focus encore une fois sur une non-conformité la plus observée lors de nos audits. On constate que l'information est restreinte. C'est-à-dire que lorsque vous préparez des titres RNCP d'un côté, des formations courtes non certifiantes de l'autre, vous n'allez diffuser que des indicateurs de résultats qui vont concerner vos offres de formation certifiantes. Or, l'auditeur, lorsqu'il est là, il va échantillonner un certain nombre de formations et le plus souvent, il va prendre une formation certifiante, une formation non certifiante et bien entendu, vous devez être en capacité de diffuser des indicateurs sur ces 2 offres de formation différentes. Donc, la préconisation ici, c'est d'abord d'identifier vos indicateurs, donc ceux sur lesquels vous voulez communiquer. Et le plus important, c'est que ces indicateurs doivent être représentatifs de l'ensemble de vos offres de formation. Et ensuite, vous devez vous assurer qu'ils permettent bien d'apprécier un niveau de performance et d'accomplissement. Autre non-conformité récurrente observée lors des audits concerne l'indicateur numéro 5 et pas des moindres. Donc, le niveau attendu ici, c'est de démontrer que vos objectifs de votre offre de formation sont bien opérationnels et évaluables. On va y venir plus précisément ici. Donc, ce qu'on observe le plus souvent, c'est qu'on a une absence d'objectifs opérationnels. Donc, les organismes de formation ne communiquent pas sur les objectifs opérationnels de la formation. Et en plus, ces objectifs-là ne sont pas en capacité d'être évaluables. La deuxième chose, et là, on va faire un lien avec un autre indicateur qui est le numéro 11, c'est qu'il n'y a aucun process formalisé pour évaluer l'atteinte de ces objectifs. C'est lorsque je définis un objectif, je dois me poser la question, est-ce que je suis en capacité de l'évaluer ou non? Si la réponse est non, ce n'est pas un objectif. Donc ici, encore une fois, de la même manière que précédemment, on fait un focus sur la non-conformité récurrente de cet indicateur numéro 5 et on constate que les objectifs opérationnels ne sont pas définis ou mal définis. Posez-vous toujours la question, de quoi sera capable mon stagiaire lorsqu'il va sortir de mes murs? C'est-à-dire que lorsqu'il va sortir de formation, mon stagiaire sera capable de, et on utilise derrière des verbes d'action. Ici, on a mis un exemple qu'on remarque le plus souvent. Par exemple, vous allez mettre maîtriser Excel. D'accord? Mais posez-vous la question, est-ce que maîtriser Excel est un objectif opérationnel? La question est non, parce que ici, on est sur une offre de formation qui va consister à évaluer un certain nombre de compétences. Or, vous savez très bien qu'Excel est un logiciel assez large, assez vaste, qui comporte pas mal d'éléments. Donc, le mieux, c'est d'identifier des objectifs opérationnels très précis. Donc ici, nous avons décidé de les décliner en 2 compétences, établir un tableau dynamique croisé que je vais pouvoir évaluer et aussi utiliser des formules complexes. L'indicateur numéro 22 qui fait référence au développement des compétences, donc ici nous sommes sur un indicateur RH. Le niveau attendu, c'est de démontrer que vous avez bien mis en place un développement de compétences pour l'ensemble de vos salariés, de votre personnel. On a mis un petit nota bene concernant le prestataire indépendant. Ce nota bene est inscrit dans le guide de lecture. Le prestataire indépendant, bien entendu, n'a pas de plan de développement des compétences, mais il doit quand même démontrer sa démarche de formation continue. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate généralement lors de nos audits? C'est que le prestataire va nous montrer des entretiens professionnels, donc des comptes rendus, va nous montrer un plan de développement des compétences, mais le plan de développement des compétences ne va concerner que son personnel pédagogique. Or, ce qui est écrit dans le guide de lecture, c'est que toutes les personnes qui sont impliquées, qui ont des missions dans l'activité de formation, doivent être intégrées
dans ce plan de compétences. Donc, la préconisation ici que j'ai envie de vous faire, c'est tout d'abord d'identifier l'ensemble des salariés donc qui interviennent dans votre activité de formation. Et tous ces salariés doivent être intégrés dans votre process d'entretien et de développement des compétences. Adil, je me permets juste sur cet indicateur, on a eu encore une fois, et je pense que c'est l'intérêt d'avoir des retours terrain de la part de tous nos clients. Vous pouvez avoir un cas où en fait un organisme de formation n'a pas de salariés, il y a juste en fait des personnes qui sont mises à disposition. Donc techniquement, ça n'est pas un salarié pour l'organisme de formation. Donc on peut se poser la question de savoir si on doit établir effectivement un plan de développement des compétences pour ces personnes. Et la réponse, elle est que effectivement, comme c'est assimilé à un salarié, il faut aussi bien s'assurer que les personnes qui sont mises à disposition, dans le cadre d'un organisme qui n'a pas de salariés, aient bien un plan de développement des compétences en place. Merci Charles-Antoine pour ces précisions. On continue avec l'indicateur numéro 23. Donc ici, le critère 6 thématique qui concerne la veille. Donc l'indicateur 23, démontrer la mise en place d'une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle. Et surtout aussi, c'est de démontrer son exploitation. Donc, encore une fois, non-conformité. Le plus souvent, lorsqu'on n'a pas les deux, donc on n'a pas la mise en place d'une veille et on n'a pas l'exploitation, c'est une non-conformité majeure. L'indicateur 24 fait référence, encore une fois, à la veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois. Donc là, on est sur une veille économique, donc sur les métiers qui vont préparer, qui sont visés par reformation. L'indicateur numéro 25, démontrer la mise en place encore une fois ici d'une veille, mais sur la thématique des innovations pédagogiques et technologiques. Donc ici, nous allons faire un focus sur l'indicateur veille légale et réglementaire. Donc ce qu'on remarque le plus souvent et ce que nous présentent les organismes de formation, ils vont nous montrer des mailings, donc des newsletters de la part par exemple de Centre Info, ils vont nous montrer des abonnements à des revues professionnelles, ils vont nous montrer des preuves à des participations de webinaires. Voilà, donc ils sont quand même assez armés, j'ai envie de dire, sur des éléments de veille légaux et réglementaires. Mais ils ne sont pas en capacité, ou en tout cas, ils ne le font pas lors de l'audit, ils n'apportent pas la preuve de l'exploitation de cette veille. Donc ici, nous vous avons mis quelques exemples de preuves possibles. Donc, on est tous en veille sur l'actualité Covid depuis plus d'1 an. Donc, je fais une veille sur le Covid, qui est une veille légale et réglementaire. La preuve d'exploitation, c'est que je mets à jour mon document unique. Autre exemple qui n'est pas très vieux, c'est le report concernant la télédéclaration de votre BPF dans le délai imparti. Donc, comme vous le savez, vous aviez jusqu'à fin avril pour faire cette télédéclaration. Donc, il y a eu un report. Si je ne me trompe pas, sauf erreur de ma part, vous aviez jusqu'à fin juillet pour établir cette télédéclaration. Donc là encore, c'est une preuve de veille légale et réglementaire. Donc la préconisation que j'ai envie de vous faire, c'est de tout d'abord faire un état des lieux de toutes vos sources de veille. Cet état des lieux peut se faire sous forme d'un plan de veille, sous forme d'un tableau de veille. Et ensuite, vous allez structurer votre process de veille. Donc, qui s'occupe de la veille chez vous? Sur quelle thématique? Comment elle est diffusée? Et qui va analyser son impact et son exploitation? Toutes ces questions doivent être posées et c'est ce qui va vous permettre en fait d'être en phase avec les 3 indicateurs, les indicateurs 23, 24 et 25, puisque dans le formalisme, c'est exactement la même chose. Vous allez répondre à l'auditeur de la même façon. Ce qui va changer, ça va être le fond parce qu'on est sur des sujets qui sont complètement différents. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse la parole à Niriana qui va évoquer les écueils et les points de vigilance sur la suite du projet de certification Calliope. Merci Adil pour la présentation. Alors oui, petite précision, effectivement, le report du BPF, c'était mi-juillet, mais bon, c'est un petit détail. Donc, au-delà effectivement de cet aspect, je dirais, prise en compte des indicateurs, lecture du guide de lecture, parce que pour connaître les exigences du référentiel national qualité, pour ceux qui seraient connectés, qui ne le savent pas, il faut télécharger le guide de lecture du référentiel national qualité qui est disponible sur le site internet du ministère du Travail. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. Tous les détails y sont et ça vous permettra de savoir exactement les attendus et les exigences de chaque indicateur du référentiel. Donc, je répète, le décret ne suffit pas, il faut aller télécharger ce guide de lecture si ce n'est pas déjà fait.
Au-delà de cet aspect exigence, indicateur, référentiel, etc., il y a aussi tout l'aspect mise en œuvre du projet. Si on regarde la mise en place et la préparation de la certification comme un projet, on a identifié différents écueils. On a souhaité mettre en avant un en particulier qui, je pense, sera très important au regard du calendrier que vous allez avoir. Pour rappel, donc la certification, elle est obligatoire pour le 1er janvier 2022. Donc, voilà, c'est une échéance à, je pense, c'est la première des choses à prendre en compte pour pouvoir commencer déjà à organiser ce projet-là. Ça va, pour certains en tout cas, voire pour la majorité, poser la question des ressources. Pour mettre en place ce type de démarche, il y a, je dirais, au minimum 2 choses importantes. Savoir combien de temps il nous faut, donc au-delà du calendrier, du rétro-planning, c'est le temps que les personnes, quelles personnes vont être mobilisées. Donc ça passe, on parle aussi déjà de compétences, de fonctions, parce qu'il y a des fonctions qui vont être nécessaires à mobiliser, puisque il y a des sujets il y a des sujets et des process qui vont toucher certaines fonctions et pas d'autres. Donc ça nécessite de mobiliser certainement différents acteurs en interne, de différents services, ça dépend de la taille de votre structure. À côté de ça, il y a le temps aussi que vont passer chacune des personnes, parce qu'il ne faut pas oublier que, à côté de ça, il y a aussi le quotidien et il y a peut-être d'autres projets aussi qui sont prioritaires. Donc tout ça, ça nécessite effectivement une organisation et une anticipation. Donc, nous, on a identifié les risques suivants en termes d'impact sur au regard de ce manque de ressources, que ce soit temps, moyens humains, voire moyens techniques, si vous êtes en train de mettre en place un logiciel, par exemple, ou vous souhaitez en tout cas le mettre en place. Le premier risque, c'est savoir qu'il peut y avoir un retard dans le déploiement de votre plan d'action. Si vous ne vous donnez pas les moyens, en fait, ça peut impacter sur votre rétro-planning et donc sur le calendrier et en gros sur l'échéance du 1er janvier 2022 pour vous. La deuxième chose, le calendrier sera assez court, donc on en parlera tout à l'heure. Ça peut générer du stress, non seulement chez le pilote du projet ou le coordinateur du projet, et également chez les acteurs que vous allez pouvoir mobiliser. C'est-à-dire que vous allez leur demander des livrables, des informations sous un certain délai qui va être très court. Il faudrait que chacun soit réactif, voire proactif, à côté de tout ce qu'ils ont à faire à côté. Ça peut générer une perte de sens chez certains s'il n'y a pas, si on n'apporte pas, si on ne le fait pas avec pédagogie, si on n'explique pas aussi les tenants, les aboutissants et ce que ça implique, les enjeux. Et évidemment, forcément, si on ne se donne pas le temps, ça peut avoir un impact sur la pérennité de la démarche qu'on va mettre en place. Donc, effectivement, l'objectif, c'est d'être certifié, mais est-ce que l'objectif en étant certifié est uniquement de satisfaire l'auditeur? C'est une question. Nous, ce qu'on préconise, c'est, première chose, déjà, d'identifier vos forces et vos faiblesses, donc faire une sorte, je dirais, de diagnostic ou d'état des lieux de l'existant, parce que si vous êtes, à moins que vous soyez un nouvel entrant, un nouvel OF ou un nouveau CFA, où vous avez à peine commencé à structurer les choses, regardez vraiment l'existant, identifiez vos forces et identifiez vos potentiels axes d'amélioration ou faiblesses. À partir de ça, vous prenez en main le référentiel national qualité, donc le guide de lecture, et vous dressez un plan d'action. Vous faites une liste de courses. En face de chaque course, vous identifiez les acteurs à mobiliser et vous définissez un rétro-planning en partant du principe que vous devez être certifié au 1er janvier 2022. Là, vous commencez à mobiliser les acteurs en leur expliquant les tenants, les aboutissants et qu'est-ce que vous allez attendre d'eux. Et tout ça, bien sûr, ça nécessite d'anticiper les ressources nécessaires, que ça soit en termes de temps à passer et en termes de compétences nécessaires, voire de moyens, si effectivement, par exemple, il est envisagé de mettre en place un logiciel. Alors, si vous mettez en place un logiciel, je vous conseille aussi d'intégrer le calendrier de mise en place du logiciel dans votre plan d'action. Donc, tout ça, effectivement, ça nécessite de la communication, du pragmatisme et une priorisation des actions. Si vous voulez réussir, parce que, effectivement, l'enjeu, il y a 3 enjeux là. La première, c'est tenir le calendrier du 1er janvier 2022. La deuxième, c'est, je suppose que tout le monde veut éviter de mettre en place une usine à gaz. Et la troisième, c'est idéalement mettre en place une démarche qualité pérenne. Donc, si on arrive à faire les 3, c'est l'idéal, je dirais. D'où l'intérêt, effectivement, d'organiser et d'anticiper. Dans ce cadre-là, on a identifié, on a déterminé, je dirais plutôt, une méthodologie. Alors évidemment, ça peut se discuter, mais c'est une méthodologie qu'on a éprouvée déjà auprès
de plus de 300 organismes prestataires d'actions concourant au développement de compétences qu'on a accompagnés dans le cadre de démarches de certification sur Calliope. Donc, la première des choses, on parlait d'anticiper, d'organiser. Il faut que vous identifiez votre périmètre de certification. Le périmètre de certification, c'est sur quelle catégorie d'actions vous serez certifié. Donc, OF, CFA, bilan de compétences, voilà, à déterminer selon ce que vous déclarez en fait dans votre bilan pédagogique et financier. Ensuite, quels sont les acteurs qui sont à mobiliser? Quelles sont les fonctions, les services, etc. Ça dépend de la taille de votre structure. Est-ce que ça nécessite de mobiliser des managers? Certainement, sur certains sujets en tout cas. Ensuite, une fois que vous avez identifié votre périmètre, vous appropriez le guide de lecture du référentiel national qualité. Et c'est mieux de connaître les règles du jeu quand on commence le projet. Quand on veut jouer un match, entre guillemets, c'est mieux de connaître les règles du jeu, j'aurais tendance à dire. Donc, quand même, prendre connaissance et s'approprier le guide de lecture. Faire un état des lieux de vos pratiques et de l'existant à partir des exigences du guide. Ensuite, établir un plan d'action, mais pas seulement une liste des actions. Établir également un rétro-planning avec un calendrier précis. Il vaut mieux prévoir et puis faire des ajustements que de ne pas anticiper, de ne pas fixer des jalons. Ce qui n'est pas ce pourquoi il n'y a pas d'échéance. En général, on n'avance pas beaucoup, donc c'est mieux de planifier. Ensuite, dans le déploiement du plan d'action, il faut accompagner les différents acteurs et il faut aussi faire un suivi des actions, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer de l'avancement pour éviter de se retrouver 2 semaines avant l'audit de certification à se dire « Ah, il reste encore tout ça ». Donc tout ça, c'est de l'anticipation. Avant l'audit initial, puisque vous êtes au courant de la date, si vous planifiez votre date d'audit initial avec le certificateur, c'est de passer en revue votre plan d'action pour vous assurer que l'intégralité des actions d'amélioration que vous avez identifiées au moment de votre état des lieux a bien été mise en place sur le terrain, a bien été déployée. Ce n'est pas juste une procédure écrite, il faut qu'elle soit mise en place. Ce n'est pas juste un classeur, voilà, c'est ce que je veux dire. Une fois l'audit initial terminé, donc vous recevez un rapport. S'il y a des écarts ou s'il y a éventuellement des remarques, je pense qu'il est important de capitaliser la démarche et les retours d'audit pour améliorer vos pratiques et mieux préparer votre audit de surveillance. Parce que le certificat dure 3 ans et il y a un audit de surveillance avant l'audit de renouvellement. Donc ça, c'est le cycle de certification de 3 ans. Donc, peut-être un point qui me semble assez important, c'est juste la posture en audit. Donc, on a beaucoup parlé de démonstration, capacité à démontrer, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'auditeur Calliope, il va vous poser énormément de questions pour comprendre votre mode de fonctionnement et voir dans quelle mesure est-ce que c'est conforme aux attentes du référentiel. C'est à vous de démontrer la conformité à travers votre présentation, la présentation de vos process, l'explication que vous allez faire auprès de l'auditeur et les éléments de preuve que vous allez apporter. C'est à vous d'apporter ça. Donc, ça nécessite déjà de bien comprendre les questions de l'auditeur, ne pas hésiter à lui demander de reformuler si ce n'est pas clair, faire le lien, vous, avec le guide de lecture du référentiel national qualité, à quel indicateur on fait référence, quelle exigence, répondre à sa question de manière claire et précise, persuasive, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez convaincu par ce que vous avez mis en place, il ne faut pas que vous ayez des doutes, ou alors vous mobilisez les acteurs qui vous ont aidé pour pouvoir compléter vos éléments de réponse. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer l'audit tout seul si vous êtes le pilote du projet. Puis, présenter les éléments de preuve en face. Il faut apporter une réponse claire et précise et être convaincant auprès de l'auditeur. Pour résumer tout ça, ce qui est important dans la méthodologie et pour anticiper et bien préparer la mise en place de la démarche et idéalement respecter le calendrier, c'est déjà de prendre en compte l'existant. Ne vous dites pas « je repars de zéro et puis je vais tout reconstruire ». Dans le calendrier, ça va être très compliqué. Regardez ce qui existe, ce qui fonctionne bien, améliorer ce qui fonctionne bien ou moins bien peut-être. Raisonner risque, c'est-à-dire faire preuve de pragmatisme et se poser les bonnes questions, bien prendre connaissance du niveau attendu de chaque indicateur dans le guide de lecture, donner du sens à la démarche engagée, donc communiquer auprès des acteurs, identifier ces différents acteurs et les sensibiliser, et organiser et prioriser les actions que vous aurez identifiées et qui sont améliorées au sein de votre structure. Ça, c'est un petit résumé simplement pour répéter encore. On est dans une logique de démonstration, donc c'est à vous de démontrer, ce n'est pas à l'auditeur. Donc, vous devez impérativement vous approprier le guide de lecture du référentiel national qualité et faire le lien avec vos pratiques et vos process.
Ensuite, au niveau du calendrier, je peux te laisser la main là-dessus, Charles-Antoine? Oui, avec plaisir. Merci, Myriana. Donc, sur la partie, effectivement, calendrier, la préconisation de base, hein, c'est d'ores et déjà, aujourd'hui, d'appeler un certificateur et de bloquer une date qui vous convient. Donc, on peut effectivement passer par un rétro-planning pour déterminer cette date. Mais voilà, vous avez la capacité dès aujourd'hui de bloquer une date et c'est vraiment à quoi on va vous encourager à faire, puisque voilà, il y a encore beaucoup d'organismes, hein, plusieurs dizaines de milliers qui ne sont toujours pas certifiés. Et donc, évidemment, il y aura certainement un peu d'embouteillage entre novembre et décembre. Donc, voilà, préconisation, essayez d'ores et déjà de bloquer une date. Le certificateur a 30 jours pour vous répondre sur votre demande de date à partir du moment où vous la faites. Donc, normalement, voilà, c'est quand même relativement cadré, hein, dans le cadre de l'arrêté. Ensuite, si on fait un petit rétro-planning, on a besoin, nous on considère, hein, pour être correctement préparé, d'environ 2 mois. Bon, évidemment, ça va dépendre des organismes, des catégories d'actions que vous visez, si vous êtes monocyte, multisite, mais bon, voilà, si on prend le cas d'un organisme un peu classique qui est datadocké et qui est monocyte, on va être généralement à peu près sur 2 mois. Ensuite, vous avez l'audit initial qui a lieu sur site ou à distance, et ensuite vous avez donc le certificat. Si je rentre maintenant un tout petit peu plus dans les étapes. Donc sur l'accompagnement, ce qu'on fait, c'est un diagnostic qui va durer, voilà, à peu près, soit en visio, soit sur site, qui va durer à peu près 1 jour. Donc l'idée étant de faire vraiment un état des lieux de vos pratiques pour déterminer votre niveau de conformité au référentiel. Ensuite, on vous accompagne sous forme de coaching pour déployer le plan d'action. Donc ça va durer 1 mois et demi. Et ensuite, on réalise effectivement un audit à blanc pour bien s'assurer que ce que vous avez mis en place, entre guillemets, d'un point de vue théorique sur les différentes exigences se déploie bien dans la pratique sur vos formations. Et donc, c'est ce qui fera l'objet effectivement d'échantillonnage lors de l'audit à blanc. On prend généralement également 1 à 2 semaines pour, lever les différents écarts à la suite de l'audit à blanc. Il y a souvent effectivement des non-conformités à l'issue de l'audit à blanc. C'est relativement récurrent parce que voilà, la mise en pratique souvent est un petit peu plus délicate. Et je rappelle qu'il faut que vous ayez à montrer à l'auditeur des formations qui respectent ce nouveau formalisme Calliope attendu. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en parallèle de l'accompagnement, il faut que vous commenciez à mettre en pratique les différentes exigences du référentiel. Donc, évidemment, concernant les 20 et quelques indicateurs, si vous faites que de la formation continue. Donc, une fois que vous avez réalisé l'audit à blanc, vous avez levé les différents écarts, vous êtes prêt pour l'audit initial que vous passez sur site. Et ensuite, il y a un écart entre le moment où vous passez l'audit à blanc et le moment où vous obtenez le certificat. Hein. Donc, dans le cas même où vous n'avez aucune non-conformité, le certificateur, comme le disait Myriana, va prendre un petit peu de temps. Hein. Il y a un comité de certification qui va statuer sur le fait qu'il va suivre la recommandation de l'auditeur de vous délivrer le certificat ou pas. Hein. Mais donc, il va y avoir généralement, on va dire 2 semaines en moyenne entre le moment où vous passez l'audit et le moment où vous obtenez le certificat, dans le cas où vous avez effectivement aucune non-conformité ou uniquement des non-conformités mineures. Si vous avez des non-conformités mineures, il faudra démontrer par la mise en place d'un plan d'action que vous allez, dans le futur, lever ces non-conformités. Dans le cadre d'une non-conformité majeure, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir faire des navettes avec l'auditeur pour lui démontrer que vous avez bien levé tout de suite ces non-conformités. Et donc ça va prendre un petit peu de temps. Et ensuite, il y a effectivement le comité de certification qui va statuer. Donc, ayez bien en tête quand même ce petit laps de temps entre l'audit et la délivrance du certificat. Et je rappelle que vous avez 3 mois pour fournir les éléments de preuve dans le cadre d'une non-conformité majeure. Donc, vous voyez, ça peut quand même assez vite déraper, surtout quand on va arriver à la fin d'échéance, novembre-décembre, où effectivement, il y aura beaucoup d'organismes qui pourront être dans ce cas. Et donc, peut-être un petit goulot d'étranglement chez les certificateurs. Voilà, je vais aller très rapidement sur nos offres. Ça, je pense que j'ai déjà très rapidement expliqué. Donc, un diagnostic pour vraiment faire un état des lieux de vos pratiques et déterminer votre niveau de conformité au référentiel aujourd'hui selon vos pratiques existantes. Avec les éléments, on aura pu rédiger un rapport de diagnostic avec un plan d'action. Et dans la deuxième étape, on vous accompagne concrètement sous forme de coaching qui dure à peu près 2 heures chacun pour passer en revue, on va dire, 5-6 indicateurs par coaching. Vous expliquez l'indicateur, vous expliquez le niveau attendu au sens du guide de lecture, et puis vous expliquez le plan d'action associé à l'indicateur concerné. Et donc, évidemment, dans ce plan d'action, il y a la mise à disposition, si nécessaire, de modèles de documents, de trames, de kits-outils qui sont, évidemment, qui vous feront gagner beaucoup de temps. Et notre valeur ajoutée, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on adapte ces trames de documents aux spécificités de votre organisme.
Et généralement, entre chaque coaching, on vous laisse travailler un petit peu sur les différents documents ou les différents documents qui existent déjà mais qui nécessitent une petite adaptation. Vous chargez tous ces documents dans notre gestion documentaire, le consultant en prend connaissance, les valide, et ensuite, on passe au deuxième coaching. Donc, ça nous permet, si vous voulez, pour chaque coaching, de clôturer, on va dire, 5 à 7 indicateurs par coaching. Et à l'issue des 4 coachings, vous êtes d'un point de vue théorique, on va dire, conforme au référentiel. Et comme je disais, l'étape de l'audit à blanc, elle est très importante pour vérifier la bonne mise en pratique de vos process, mais également pour se mettre en situation d'audit de certification, pour entrer dans cette démarche vraiment de démonstration et donc, quelque part, répéter aussi votre argumentaire. C'est un point qui est très important d'avoir convaincu, de sembler en tout cas convaincu quand vous êtes face à l'auditeur. Voilà, donc là je vais passer rapidement. On a différentes offres pour les monocytes. Donc pour les indépendants, on a un diagnostic qui va durer une journée équivalent consultant, et puis un accompagnement qui va durer à peu près un jour, donc avec différents coachings. Quand vous êtes un établissement qui est data-docké, donc avec voilà, pas forcément un indépendant, mais avec plusieurs salariés, même durée de diagnostic, mais avec un accompagnement qui est un petit peu plus long. Et on n'a pas parlé effectivement des organismes qui étaient déjà certifiés. Mais évidemment, quand vous êtes déjà certifié, vous avez un audit qui est aménagé, donc vous avez un nombre d'indicateurs qui est un peu moins important. J'en profite pour faire un petit sondage qui me permettra voilà, de vous demander si vous êtes déjà data-docké ou pas. Ça vous donnera à tout le monde une petite idée de là où vous en êtes dans votre démarche qualité. Voilà, sur la suite, pourquoi faire un audit à blanc, ça je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé aussi, mais c'est vraiment entrer dans cette démarche d'amélioration continue, montrer que vous êtes voilà, à l'aise avec l'ensemble des indicateurs, que vous avez fait le lien entre l'indicateur concerné et les éléments de preuve à apporter. Et donc voilà, on rappelle, Calliope, ça n'est pas un audit documentaire, ça n'est pas une checklist de documents que l'auditeur va checker en disant voilà, c'est conforme, pas conforme, il y a tel document. C'est dans cette logique de démonstration, il y a plusieurs documents qui peuvent convenir pour un seul indicateur, et donc c'est à vous de démontrer voilà, comment est-ce que vous avez mis en œuvre vos process pour vous conformer aux exigences de Calliope. Ça, c'est un tableau, donc vous aurez tous accès à la présentation à l'issue du webinaire pour voilà, déterminer votre durée d'audit de certification. Donc, vous voyez, il y a plusieurs clés d'entrée, le chiffre d'affaires, les actions de formation, et puis, effectivement, si vous êtes monosite ou multisite. Ça, on a pris le cas, et c'est le dernier slide avant de passer aux questions-réponses. Donc, on est à peu près dans les temps. C'est un cas où on vous montre voilà, à la fois une durée d'accompagnement et puis une durée d'audit de certification. Le tout pourquoi? Pour essayer de déterminer en fait combien ça va vous coûter. C'est un point qui est important. Mais également de déterminer dans la durée, effectivement, quand on amortit ce coût sur un certain nombre d'années, puisque vous savez tous que le cycle de certification maintenant dure 3 ans, voilà, avoir une vision un petit peu amortie quelque part du coût, puisque malheureusement, c'est vrai que le coût à la fois de l'accompagnement et puis de la certification, il est tout de suite, mais évidemment, d'un point de vue financier, il faut amortir ce coût sur la durée de vie de la certification, et j'en ai même envie de dire sur la partie accompagnement, vous pouvez amortir le coût sur toute la durée de vie de votre certification, c'est-à-dire le temps que vous souhaitez obtenir votre certification. Si vous avez 10 ans de certification, vous pouvez amortir le coût de l'accompagnement sur ces 10 ans. Nous, l'objectif, c'est que vous soyez accompagné une bonne fois pour toutes et que, même si j'espère que vous nous trouvez sympathique, vous ne vous revoyez plus, je dirais, une fois qu'on a fait l'accompagnement. Donc, diagnostic 1 jour, accompagnement 2 jours, audit à blanc 1 jour. Donc, notre coût jour, il est à 990 €. Donc, encore une fois, l'offre, elle est à peaufiner systématiquement en fonction de votre catégorie et puis de votre situation. Mais voilà, c'est à peu près le coût qu'il faut envisager. Et puis, pour un audit initial et un audit de suivi, vous allez avoir un combiné d'à peu près de 2 jours. Donc, ça fait à peu près 6 jours sur un tarif qui est similaire à celui des organismes certificateurs, donc un peu moins de 1 000 €. Donc oui, ça fait potentiellement un peu moins de 6 000 €, mais encore une fois, qu'il faut amortir sur 3 ans. Donc là, on est plutôt du coup à 2 000 € par an. Et quand on l'amortit encore une fois sur un autre cycle, évidemment, qui va durer encore 3 ans, évidemment, on abaisse significativement ce coût. Donc voilà, c'était pour vous montrer aussi l'intérêt, quelque part, de se faire accompagner. En dehors du fait de gagner du temps, il faut aussi amortir l'intégralité des coûts sur la partie accompagnement et certification. Voilà, alors je vous propose maintenant de passer effectivement aux questions-réponses. Donc, on a déjà la possibilité de répondre à un certain nombre de questions.
Je vois qu'Adil et Myriana sont en train de répondre. Voilà, donc les dates, si je prends la date de l'audit intermédiaire à 18 mois, elle doit être calculée à partir de la date de l'audit initial, c'est ça. Voilà, la date d'obtention du certificat, hein, on est bien d'accord. Cela dit, il y a une petite nuance. Ceux qui ont passé leur audit de certification avant une certaine date avaient le droit à 4 ans. Hein. Donc, effectivement, il faut prendre en compte ces 4 ans dans le cadre de l'audit de surveillance. Jusqu'à quand est possible l'audit de certification à distance? C'est jusqu'au 31 décembre de cette année. Myriana, je te laisse répondre, mais je crois que c'est bien ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur lesquelles Myriana ou Adil souhaitent prendre la main. Alors, peut-être, oui, sur les indicateurs, pour les formations certifiantes, les indicateurs de résultats représentatifs, est-ce qu'on peut donner, voilà, est-ce qu'on peut commenter? Je te laisse y répondre, Adil. Sur la question, alors pour les formations non certifiantes, quels sont les indicateurs de résultats représentatifs? Exemple. Voilà, donc là, j'ai mis un certain nombre dans la partie questions, un certain nombre d'indicateurs qu'on retrouve le plus souvent chez nos clients et qu'on retrouve le plus souvent également en audit de certification. Donc, vous pouvez communiquer sur le nombre de stagiaires que vous formez à l'année. N'oubliez surtout pas de mettre la période de calcul. Hein. Exemple, sur l'année 2020, nous avons formé X stagiaires. X formations étaient dispensées. Vous pouvez également communiquer sur le taux de satisfaction de vos stagiaires, sur le taux de recommandation si c'est une question qui est posée dans vos enquêtes de satisfaction. Donc, je pense qu'il est très, très intéressant de communiquer là-dessus. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en présentation, on est sur un modèle TripAdvisor. Hein. C'est le moment de vous vendre. Et également, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est le taux d'atteinte des objectifs. Encore une fois, pour extraire ce taux, il faut poser la question à vos stagiaires dans vos enquêtes de satisfaction. Pensez-vous avoir atteint les objectifs de la formation, ce qui va vous permettre d'en extraire un taux d'atteinte? Voilà quelques exemples non exhaustifs, bien sûr. Après, si je devais compléter, pareil, si vous allez dans le guide de lecture du référentiel national qualité, donc qui est téléchargeable sur le site internet du ministère du Travail gratuitement, je précise, il est gratuit. Vous avez effectivement, si vous allez regarder, consulter l'indicateur 2, vous avez quelques exemples qui vous sont fournis. Après, le principe, à moins de désolé de me répéter, mais je pense que c'est quand même important. Le principe, c'est pas simplement de choisir des indicateurs comme ça au hasard parce que c'est dans l'exemple et de les afficher. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez vous aussi, vous avez des exemples, regardez ce qui vous semble le plus pertinent par rapport à votre offre, à votre activité et aux catégories d'actions sur lesquelles vous êtes positionné pour pouvoir communiquer des indicateurs qui soient pertinents. Donc, en fait, la pertinence, il n'y a pas de règle, elle va dépendre de votre situation, de votre public cible. Bon, là, ça fait un peu marketing, mais en réalité, autant transformer une exigence en opportunité en fonction du public cible, en fonction de votre offre, en fonction de votre activité, vous allez choisir l'indicateur qui soit le plus pertinent. Et ce sera à vous de démontrer la pertinence, bien sûr, à l'auditeur. Je crois qu'il y avait une autre question, je la recherche. Oui, c'est ça. Comment évaluez-vous l'atteinte des objectifs dans un bilan de compétences, sachant qu'ils sont différents selon les bilans? Alors, normalement, alors déjà, l'objectif en soi d'un bilan de compétences, on est tous d'accord, n'est pas le même qu'une action de formation ou qu'une action d'apprentissage. Donc, il y a déjà des objectifs très spécifiques qui sont fixés quand on réalise un bilan de compétences. Ensuite, quand vous regardez dans le guide de lecture du référentiel national qualité, vous avez, par exemple, à l'indicateur 5, une information qui me semble quand même essentielle. C'est qu'on va, dans la partie obligations spécifiques, on vous dit qu'il existe des outils et des grilles pour co-définir les objectifs en phase préliminaire. Alors, je vous passe les détails réglementaires du bilan de compétences, mais normalement, le bilan de compétences, il se fait en 3 phases. Préliminaire, investigation, conclusion. La phase préliminaire permet de co-définir un objectif avec la personne, le bénéficiaire, je dirais pour pas dire stagiaire, le bénéficiaire du bilan de compétences. Et la phase de conclusion permet, elle, de revenir sur ces objectifs et de faire un bilan.
Donc, pour moi, je ne vais pas vous donner, un exemple en prenant un exemple concret là tout de suite avec une personne en particulier, puis ce serait vous donner des informations confidentielles. Mais concrètement, il faut vraiment repartir de cette phase préliminaire où vous devez co-définir des objectifs avec le bénéficiaire que vous allez accompagner. Et ensuite, en phase de conclusion, où vous devez de toute façon fournir une synthèse, puisque c'est demandé, venir faire un bilan de l'ensemble des objectifs qui ont été définis et savoir dans quelle mesure ils ont été atteints. Dans l'indicateur 11, on vous parle d'évaluer l'atteinte des objectifs. Donc voilà, je pense qu'il faut déjà partir du cadre réglementaire du bilan de compétences et pouvoir suivre les différentes phases comme c'est demandé effectivement dans la législation. Voilà, je reviens sur effectivement les audits à distance. Hein. Sachez que si vous décidez à un moment, donc sur votre audit initial, de faire l'audit à distance, l'audit de surveillance aura nécessairement lieu sur site. Hein, et la réciproque est vraie, c'est-à-dire que si vous faites votre audit de surveillance sur site initialement, l'audit de surveillance aura lieu à distance. Hein. Donc voilà, on a cette flexibilité jusqu'à la fin de l'année pour faire l'audit à distance. Après, elle est finie. Hein. Donc nécessairement, tous les audits qui ont lieu après le 31 décembre auront lieu sur site. Il y a également une question en fait qui était dans le chat et donc qui était bonjour, audit en décembre avec une non-conformité majeure et levée de cette non-conformité en mars 2022. Pourra-t-on faire des formations en janvier 2022 et en février 2022 ? Hein, donc je rappelle le contexte, c'est que là on a un organisme qui a passé son audit de certification, qui a une non-conformité majeure, qui a pris un peu le temps pour lever cette non-conformité majeure, donc jusqu'en mars 2022. Et la question c'est est-ce qu'on peut faire des formations en janvier et février ? La réponse elle est oui, on a le droit de faire des formations. La question sous-jacente de Calliope, c'est est-ce qu'on aura le financement, est-ce qu'on aura la capacité de financer ces formations en janvier et février ? La réponse est non. Hein, il faut, pour que vous puissiez être éligible, avoir votre certificat, et quand vous avez une non-conformité majeure, le certificateur ne vous aura pas délivré votre certificat. Donc concrètement, il faut effectivement que vous leviez cette non-conformité majeure pour que le certificateur puisse effectivement vous délivrer le certificat et que vos formations soient du coup éligibles à un financement. Voilà, on a une autre question. Donc, le prestataire respecte les exigences formelles de l'autorité de certification. Comment répondre à cet indicateur quand on ne délivre pas de certification? Irina ou Adil, je vous laisse. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, en fait. Alors, est-ce que Fabrice, vous pouvez préciser un petit peu la question, si possible? Alors, juste pour la suite de la question, Dominique Damoiseau, j'étais en train de commencer à vous répondre, hein, donc je vais vous répondre à l'écrit, mais du coup, je vais répondre à l'autre question et je termine ma réponse écrite. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ah oui, c'est l'indicateur 16, c'est ça? Le prestataire respecte les exigences formelles de l'autorité de certification. Comment répondre à cet indicateur quand on ne délivre pas de certification? Alors, je laisserai peut-être Adil compléter, mais en fait, pour moi, il faut faire la différence entre le process de certification, je parle de la certification professionnelle, hein, bien sûr, entre le process de certification et le process de formation. La formation prépare à la certification, sachant que vous pouvez être celui qui délivre ou pas la certification. Donc, vous pouvez être co-certificateur ou pas. Vous pouvez juste être partenaire organisme de formation. Donc, pour moi, en fait, sur l'indicateur 16, ce qu'il faut que vous vous assuriez, c'est déjà de savoir si, quand vous préparez votre stagiaire ou l'apprenant pour aller passer ses examens, si tant est qu'il y a un examen pour avoir la certification, est-ce qu'il va répondre à tous les prérequis avant de se présenter à l'examen? Par exemple, s'il faut avoir plus de 18 ans, il faut s'assurer que quand il va arriver le jour de l'examen, il est majeur ou que vous avez vérifié sa pièce d'identité avant. Bon, ça, c'est un exemple comme un autre, mais voilà. C'est en fait, comment vous vous assurez que le candidat, le stagiaire qui va être candidat du coup à la certification va répondre aux exigences et aux conditions de présentation qui sont fixées par le certificateur si vous n'êtes pas le certificateur. Donc, ça dépend après, effectivement, des titres ou du diplôme. Je ne sais pas si tu as des compléments, Adil. Non, l'explication est claire. Si Fabrice, vous avez des éléments à rajouter ou une question complémentaire, surtout n'hésitez pas. En tout cas, c'est un indicateur spécifique certification professionnelle. Hein. C'est-à-dire, je vous rappelle, hein, depuis fin mars 2021 et la version numéro 7
du guide de lecture. Seuls sont considérés comme formation certifiante les titres qui sont déposés au RNCP. Donc, si vos formations ne sont pas déposées au RNCP, elles ne sont plus considérées comme certifiantes et forcément, l'indicateur numéro 16 sera non applicable pour vous. Voilà, on a une autre question sur combien d'écarts sont relevés en moyenne, répartition mineur, majeur. C'est assez difficile de vous répondre sur ces éléments. Alors, bon, voilà, quand vous êtes accompagné par 4 As, généralement, il y en a 0 mineur et 0 majeur. Bon, voilà, après, en dehors de cette petite boutade, mais qui reste vrai. Ce qu'on va voir, c'est souvent, en fait, quelques non-conformités mineures. Et je rappelle, sur les non-conformités mineures, il faut quand même faire attention, parce que si vous avez 5 mineurs, ça équivaut à une majeure. Donc, la somme de 5 non-conformités mineures équivaut à une majeure. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, le certificat n'est pas octroyé. Et donc, il y a peut-être un petit peu plus de temps, je dirais, pour lever ces différentes non-conformités. Mais voilà, c'est un petit peu difficile de vous répondre parce que ça dépend beaucoup des établissements. Autant, je dirais, quand on a vu la partie au tout début, je dirais, on voyait beaucoup d'organismes qui étaient déjà dans une démarche qualité. Donc, voilà, des organismes qui passaient l'audit en janvier, février, par exemple, 2020, on savait qu'effectivement, c'était souvent des personnes qui étaient déjà très bien préparées, donc il y avait assez peu de non-conformité. Ce à quoi on peut s'attendre, c'est effectivement voilà, des organismes qui s'y prennent un peu plus à la dernière minute, et donc qu'on voit un petit peu, je dirais, un nombre de non-conformités qui augmente, je dirais, dans les mois qui vont venir, puisque voilà, l'établissement peut être un petit peu moins bien préparé, et donc en ayant eu moins le temps je dirais, de mettre en œuvre l'ensemble des exigences. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions sur voilà, n'importe quel indicateur ou le process de certification, les différentes catégories d'actions? Je pense qu'il y a un point qu'on a mentionné, on a touché du doigt cet élément, donc en ce qui concerne les catégories d'actions. Définissez bien les catégories d'actions que vous souhaitez viser ou, si elles ne sont pas encore mises en place, que vous souhaitez mettre en place. Il y a un point qui est très important, c'est que si vous devez faire un audit d'extension sur une catégorie d'action supplémentaire, le nombre de jours d'audit est très, très pénalisant. Donc, nous, vraiment notre conseil là-dessus, c'est si par exemple vous êtes un centre de formation continue et que demain vous souhaitez créer un CFA et que vous avez le projet de créer un CFA dans les quelques mois qui vont venir, essayez tout de suite de mettre en place voilà, les différents éléments et de créer vos CFA pour l'inclure directement dans les catégories d'action lors de l'audit de certification, ce qui vous évitera de refaire quasiment un audit intégral, je dirais, sur cette catégorie d'action. Et voilà, le corollaire est vrai quand vous souhaitez rajouter voilà, différents sites dans votre périmètre de certification. Essayez de les inclure dès le départ, ça vous simplifiera la tâche et ça vous évitera d'enchaîner 2 audits assez lourds les uns à la suite des autres. Alors, il y a une question qui met donc Sylvain Galandi, j'espère ne pas écorcher le nom, des conseils, spécificités, choses à savoir concernant les nouveaux entrants. Alors, pour ceux qui ne savent pas, effectivement, dans le guide de lecture, sur certains indicateurs, il y a marqué la notion de nouvel entrant. Ça veut dire que si vous êtes un nouvel entrant, vous avez sur ces indicateurs-là, en fait, les indicateurs seront soit partiellement audités, soit pas du tout audités. Par exemple, l'indicateur 32, typiquement, il ne sera pas audité du tout si vous êtes nouvel entrant. Par contre, certains indicateurs, comme l'indicateur 2, sera audité, mais simplement sur votre capacité, sur ce que vous prévoyez de diffuser en termes d'indicateurs de résultats, et non pas sur le fait que vous en ayez diffusé, puisque vous êtes un nouvel entrant. Donc, ceci implique forcément de se poser la question de qu'est-ce qu'un nouvel entrant. Donc, la définition du nouvel entrant, elle est fixée dans le guide de lecture du référentiel national qualité dans la partie préambule. Dans la partie préambule, il est marqué qu'un nouvel entrant ou les nouveaux entrants sont des prestataires, donc on entend un prestataire de formation, bien sûr, sont des prestataires dont l'activité vient de démarrer. Donc, si vous venez d'obtenir votre numéro de déclaration d'activité, il est évident que, en fait, il est possible que vous ayez des actions de formation qui n'aient pas encore démarré. Donc, nécessairement, vous pourrez démontrer les process que vous prévoyez de mettre en place,
vous ne pourrez pas démontrer la mise en place, puisqu'il n'y a pas d'action concrète qui a été réalisée. Donc, ça coule un peu de source, je dirais, sur cette logique de nouvel entrant. Peut-être point de vigilance pour ceux qui sont OF et qui développent une activité de CFA, vous ne serez pas nouvel entrant sur les deux catégories, vous serez nouvel entrant que sur l'activité d'apprentissage. Donc, ça veut dire que vous serez audité intégralement sur la partie OF et sur tous les indicateurs, mais en nouvel entrant sur la partie apprentissage. Donc, il faut identifier dans le guide de lecture les indicateurs qui vont être spécifiques, qui vont vous permettre, en fait, d'être audité en nouvel entrant. Ça, ce n'est pas l'intégralité des indicateurs, en tout cas. Voilà, et peut-être une question, on va dire, complémentaire, Nirina, c'est dans le cadre, je dirais, d'une formation longue pour laquelle on n'aurait pas forcément eu le temps, effectivement, de répondre à l'intégralité des exigences. Voilà, comment est-ce qu'on se met en conformité, je dirais, dans le cadre d'une formation longue, quand on a commencé, je dirais, à se mettre en conformité sur les exigences Calliope il y a quelques mois. Donc voilà, donc ça, la réponse là-dessus, effectivement, c'est qu'il faut d'ores et déjà démontrer que sur une formation longue, vous n'avez peut-être pas pu mettre en œuvre l'ensemble des exigences, mais que vous avez d'ores et déjà commencé sur le bout de formation sur lesquels vous aviez la possibilité de le faire, de vous mettre en conformité. Hein. Donc, par exemple, réaliser des évaluations à chaud à froid sur ce genre d'éléments. Il y a une nouvelle question. Je crois que tu as posé une question là, Charles-Antoine. Oui, c'est ça. Mais comme je voyais que tu étais devant ton écran et que tu ne répondais pas, du coup, j'ai répondu à ta place. Mais je suis ravi que tu ajoutes des compléments. Alors, je ne sais pas ce que tu as répondu, mais… C'était donc dans le cadre d'une formation longue. Exemple, voilà, je suis un CFA, j'ai une formation longue et je ne peux nécessairement pas mettre en conformité l'intégralité, c'est-à-dire de ma formation longue, puisque j'ai commencé à mettre en conformité il y a seulement 1 ou 2 mois. Alors, après, la question, c'est pourquoi depuis que 1 et 2 mois, mais bon, ça, c'est l'intelligence de situation de l'auditeur, je dirais, qui va, et selon ce que vous allez pouvoir lui répondre. Bien entendu, il ne s'agit pas d'inventer une cause. Hein. Alors, je pense qu'il faut être assez transparent dans ce cas-là, dans cette situation avec l'auditeur, dès le démarrage de l'audit, en lui exposant que depuis combien de temps vous avez commencé votre activité d'apprentissage ou depuis combien de temps vous avez mis en œuvre vraiment les exigences du référentiel national qualité et ensuite, en fait, lui expliquer dans votre process de formation, sur les formations longues, parce que dans le process, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a l'analyse de la candidature, le sourcing déjà, les entretiens, la candidature, après le process de validation pour validation des candidatures, après le process de formation, le suivi, l'évaluation, les évaluations, etc. Donc, en fait, la question, c'est dans l'ensemble de ces process, à partir de… Je suppose que si vous avez mis en place depuis 2 mois, il y a peut-être tout ou partie des choses qu'on pourrait voir mises en œuvre et pas le reste. Donc, c'est à vous, après, je pense, d'expliquer à l'auditeur, vous avez mis en place depuis 2 mois. Ceci explique que telle ou telle partie de notre process est aujourd'hui conforme depuis tant de temps et cette partie-là n'est conforme que depuis tant de temps. Et effectivement, après, ce sera à l'auditeur de pouvoir choisir son échantillonnage en conséquence. Mais je vous dirais, après, ça dépend aussi de la raison pour laquelle ça a été mis en place que depuis 2 mois. Je dirais que c'est l'intelligence de situation de l'auditeur qui va primer là-dessus. Une petite question concernant donc, le niveau de veille attendu dans les indicateurs 23, 24, 25, dans le cas d'un formateur indépendant. Je vais laisser Adil. Oui, j'ai répondu dans le chat. Donc, Calliope ne fait pas de différence sur ces indicateurs, sur cette thématique veille entre un formateur indépendant et un organisme de formation, je dirais, classique avec des salariés. Donc, le niveau attendu est identique et similaire. Donc, vous devez, comme tout organisme de formation, prouver que vous êtes en veille. Donc, quelles sont vos sources de veille sur les 3 thématiques? Donc, je vous les rappelle, la veille légale et réglementaire, la veille sur les compétences et les métiers, et également la veille sur les innovations pédagogiques et technologiques. Et vous devez également prouver l'impact de cette veille et où son exploitation. Donc là, il n'y a pas de différence entre vous qui êtes formateur entre entrepreneurs et un organisme de formation classique, je dirais.
peut-être pour compléter, je t'ai envoyé une question, Adil, en modérateur. Pour compléter peut-être la question, parce que moi, par exemple, j'ai déjà l'un des premiers audits que j'avais fait sur Calliope en audit de certification, c'était un indépendant. Donc, en fait, effectivement, même si vous êtes un organisme indépendant, vous êtes soumis à la même logique, c'est-à-dire que pour que votre activité fonctionne, vous êtes censé faire une veille. Sinon, après un moment, en fait, votre formation votre offre va devenir obsolète. Donc, nécessairement, il y a tout un process de veille que vous mettez en place déjà, vous, naturellement. Vous êtes abonné à des revues professionnelles, vous participez à des salons. Enfin, voilà, il y a un ensemble de choses qui est déjà en place. Et ensuite, comment est-ce que tout ça, vous l'intégrez dans votre offre, dans quelle mesure vous l'intégrez et dans quelle mesure ça impacte votre activité. Donc, ce que vous devez faire si vous êtes indépendant, c'est déjà regarder votre fonctionnement actuel et voir tous vos sources de veille, comme un OF classique, sauf que pour vous, c'est peut-être à plus petite échelle. Et ensuite, pouvoir préparer les éléments de preuve en face de chaque source de veille et de la manière dont vous pouvez démontrer à l'auditeur comment vous les prenez en compte dans votre offre. Par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple très classique qu'on retrouve depuis. Certains organismes ont développé de la formation distancielle depuis le Covid. Donc, ils ont fait énormément de veille sur l'indicateur 24, du coup, si je fais un lien avec le référentiel, pour pouvoir développer des outils et adapter leur formation sur du distanciel, ou en tout cas sur une solution mixée. Donc ça, typiquement, c'est de la veille sur l'indicateur 24, avec des sources qu'on m'a présentées, et la preuve, c'est qu'il y a une formation distancielle. Ils ont une vidéo, une plateforme, etc. Donc ça, c'est aussi un exemple concret qui peut même s'appliquer à un indépendant ou quelle que soit la taille de votre structure. Voilà, on avait également une question sur un organisme qui est déjà certifié, donc ISQ OPQF pour pas le nommer, donc qui est un référentiel inscrit sur la liste du CNEFOP et donc qui permet effectivement à cet organisme d'avoir un audit aménagé. Et donc il y a effectivement les indicateurs spécifiques pour les audits aménagés qui sont indiqués dans le guide de lecture. Et donc cet organisme ne sera audité que sur ces indicateurs-là. Et évidemment, la durée a été calculée pour limiter je dirais, l'audit sur ces indicateurs-là. En revanche, lors de l'audit de surveillance, l'organisme de formation sera bien audité sur l'intégralité des indicateurs. Donc, il faut bien faire attention à ça. L'audit aménagé, ce n'est que pour l'audit initial. Donc, il faudra bien s'assurer que l'audit de surveillance, vous soyez conforme sur l'intégralité des exigences. Et donc, c'est pour ça que nous, lors de nos accompagnements, on s'assure systématiquement que même dans le cadre d'un organisme qui est déjà certifié selon un référentiel existant sur la liste des CNEFOP, que l'intégralité des indicateurs sont bien validés et sont bien conformes aux exigences de la certification. Alors, donc la définition, donc là c'est toujours donc Fabrice, la définition du nouvel entrant porte sur le démarrage de l'activité de formation, mais pas sur l'entrée dans le processus de certification. Oui, c'est bien ça. Ça concerne l'activité de formation quand vous démarrez effectivement une activité de formation. Et effectivement, on a parfois des organismes de formation où il n'y a pas eu de formation depuis 1 an. Donc, par exemple, et donc, comment est-ce qu'on fait pour démontrer à l'auditeur concrètement qu'on a bien mis en place les process dans la pratique? Donc ça, c'est un cas qui est souvent un petit peu épineux. Donc nous, évidemment, la préconisation, c'est essayer au maximum d'avoir quand même 1 à 2 formations qui reflètent le nouveau formalisme Calliope attendu en amont de l'audit. Donc l'auditeur va regarder des formations qui sont clôturées et qui sont récentes. Évidemment, on ne va pas remonter 6 mois ou 1 an en arrière comme on l'a expliqué. Donc c'est à vous de déterminer aussi à partir de quand vous avez commencé à vous mettre en conformité. Mais dans le cadre où vraiment vous n'avez aucune formation, il faut vraiment expliquer, expliciter, argumenter auprès de l'auditeur que, par exemple, pour des raisons Covid, vous n'avez pas pu dispenser de formation parce que l'intégralité de vos formations sont en présentiel, par exemple. Je vais dire un exemple comme ça. Mais voilà, il faut expliquer et argumenter parce que sinon, c'est vrai que c'est un petit peu simple de dire bon, voilà, j'ai pas fait de formation et donc on ne peut pas échantillonner, je dirais, de formation concernant l'audit. Voilà, je crois qu'on a fait bien le tour des questions. Je vais
dire quelques mots de conclusion et si évidemment il y a encore d'autres questions qui sont posées dans le chat, on y répondra. Donc pour la suite des événements, voilà, dans la présentation que je vous enverrai, une fois que vous aurez répondu le questionnaire de satisfaction, on vous remercie d'avance d'y répondre. On est, vous l'avez compris, hein, nous-mêmes vraiment dans une démarche d'amélioration continue, donc c'est très important pour nous que vous répondiez à ce questionnaire. Évidemment, on vous enverra la présentation PDF des réceptions de votre réponse. Vous avez sur ce slide les 2 documents qui sont essentiels pour entrer dans cette démarche. C'est évidemment le guide de lecture, comme on a parlé, et la foire aux questions, qui est très intéressante, sur laquelle il y a beaucoup de réponses à des cas particuliers concernant notamment les organismes multisites. Donc c'est vraiment un document qui est important et que vous pouvez prendre en compte. Vous avez également sur notre dernier slide évidemment tous les contacts où vous pouvez nous joindre. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. On a des newsletters mensuels pour lesquels on met beaucoup de temps à sélectionner, je dirais, les différents articles d'actualité qui ont du sens, à écrire nous-mêmes des articles de veille. Donc ça peut faire l'objet, évidemment, dans les indicateurs Calliope. Vous pouvez évidemment citer notre newsletter et donc on vous invite à vous inscrire. On vous remercie évidemment pour votre temps, pour votre question, pour votre implication dans ce webinaire, et vous avez nos coordonnées pour nous poser des questions. Et évidemment, si vous avez besoin de nos services, on est naturellement à votre disposition. Voilà, on a une dernière question. Est-ce qu'un audit de surveillance peut entraîner le retrait de la certification? Oui, tout à fait. Sinon, ça aurait beaucoup moins de sens. Donc voilà. Merci encore pour votre temps. On va terminer le webinaire et normalement, vous devriez directement atterrir sur le questionnaire de satisfaction. Si vous ne l'avez pas, vous avez toujours la possibilité d'y répondre dans un email qui vous sera envoyé juste après. Merci encore et à très bientôt. Merci.